Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un document, souvent perçu comme une montagne à gravir pour les entrepreneurs, le fameux business plan. Hmm, Notre source, c'est un guide méthodologique assez dense. L'idée, c'est de le démystifier un peu. oui, tout à fait. L'objectif, comprendre son utilité réelle, ce qu'il doit contenir pour être percutant, et puis comment il peut devenir un vrai outil stratégique. Prêt pour cette exploration? Absolument. Et dépassons d'emblée cette image de simple formalité administrative, quoi. Oui, c'est souvent vu comme ça. Un bon business plan, c'est avant tout un exercice de lucidité, en fait. Il force à confronter une idée, même si elle paraît géniale, à la réalité du marché, aux chiffres. C'est un peu ce qui a manqué, on se souvient, à pas mal de projets flamboyants de la nouvelle économie. Ah oui, exact. Ils se sont écrasés faute de base solide. Donc là, il s'agit vraiment d'évaluer crûment ses chances et puis d'anticiper les écueils possibles. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Si on devait résumer son rôle fondamental, au-delà de la recherche de financement. Alors, c'est un dossier qui analyse quoi? La viabilité et la rentabilité attendue d'un projet d'investissement. D'accord. Il doit répondre à des questions absolument cruciales. Quelle est l'offre? Est-ce qu'elle est unique? Y a-t-il une demande réelle et solvable? Mhm. Comment va se démarquer durablement de la concurrence? Quels moyens humains, financiers, techniques sont nécessaires? Sont-ils disponibles? Et surtout, quelles sont les projections financières réalistes, notamment en termes de trésorerie? Ça, c'est le nerf de la guerre. Et j'imagine que ce n'est pas un document qu'on écrit une fois pour le ranger dans un tiroir, Ah, surtout pas. Non, non, ça c'est un point essentiel du guide. Contrairement aux documents comptables classiques, genre le bilan, le compte de résultats passés, qui regarde en arrière, oui. voilà, qui regarde dans le rétroviseur. Le business plan, lui, il est tourné vers l'avenir. Il est prévisionnel. D'ailleurs, c'est souvent pertinent d'y intégrer plusieurs scénarios, ce qu'on appelle des business cases, hein. Oui. Un scénario central, réaliste, un optimiste, et puis un pessimiste. Ça montre qu'on a envisagé différentes évolutions possibles. Et puis, c'est un outil vivant, quoi. Il faut le mettre à jour régulièrement au fur et à mesure que le projet avance, que les premières données réelles arrivent. Le guide souligne aussi qu'il n'est pas légalement obligatoire. Alors, pourquoi s'infliger cet exercice qui peut être complexe? Bah, son utilité est double, en fait, et elle est cruciale. D'abord vers l'extérieur. Là, c'est le passeport indispensable pour convaincre des partenaires. Les financiers, j'imagine. Les partenaires financiers, bien sûr, les banques pour un prêt, les investisseurs en capital risque, ces fonds spécialisés dans les boîtes à potentiel pour une levée de fonds. Mais aussi les partenaires commerciaux, des fournisseurs stratégiques, des distributeurs, ou même industriels pour la R&D, la production. Et l'autre utilité, vers l'intérieur. Vers l'intérieur, pour l'équipe elle-même, c'est un puissant outil de gestion, de pilotage. Il permet de simuler l'impact de différentes hypothèses. Genre, que se passe-t-il si... Exactement. Que se passe-t-il si nos ventes sont 15% moins bonnes que prévu? Et ça permet aussi de fixer des objectifs clairs. C'est la base du suivi des performances, du reporting, comme on dit souvent. Et franchement, la crédibilité du projet, et surtout de l'équipe qu'il porte, en dépend énormément. Mhm. Le guide s'appuie aussi sur le contexte de la création d'entreprises en France. Il donne des statistiques. Bon, elles datent un peu, elles s'arrêtent en 2006, Oui, mais ça donne quand même un éclairage intéressant sur les facteurs de survie, hein. oui, le guide rappelle qu'à cette époque, en gros, une entreprise sur deux passait le cap des 5 ans. La moitié seulement. Voilà. Ce constat, même s'il est un peu ancien, il souligne bien l'importance de la préparation. Et les analyses de l'époque que le guide cite mettaient en avant certains facteurs qui favorisaient la pérennité. Comme quoi, par exemple? Ça jouait beaucoup, et aussi le fait d'opter pour une structure en société plutôt qu'en entreprise individuelle. Sans doute pour la solidité, la crédibilité que ça apporte. Et l'accompagnement, la formation, c'était mentionné aussi, même si c'était moins facile à mesurer. Exactement, et c'est là que le business plan prend une autre dimension. Le processus même de sa rédaction, c'est une forme d'auto-accompagnement structuré, en quelque sorte. Ah oui, pas bête. Ça oblige à se poser toutes les questions difficiles, à chercher des données, à argumenter ses choix. C'est un investissement en temps, mais qui peut éviter bien des déconvenues plus tard. Bien. Alors, passons à la structure. Même s'il n'y a pas de format unique imposé, le guide recommande une colonne vertébrale logique pour être compris. On commence par où? Indiscutablement par l'executive summary, le résumé opérationnel. C'est la porte d'entrée. La première chose qu'on lit. Souvent la seule chose que les reins à décideurs pressés, dans un premier temps, oui. Une ou deux pages, pas plus. Ça doit distiller l'essence du projet. L'opportunité, l'offre, le modèle éco,
l'équipe, les objectifs clés. Et surtout, le besoin financement, partenariat et ce qu'on propose en retour. Ça doit répondre de manière percutante aux questions qui, quoi, comment et pourquoi maintenant avec nous. Une première impression ratée à ce stade et c'est fini. Le dossier risque de ne pas être lu, effectivement, c'est dommage. Ok. Une fois l'intérêt suscité, on entre dans le détail avec ce qu'on appelle le business model. Qu'est-ce qui est crucial ici? Alors là, il faut clarifier le cadre. D'où vient l'idée? C'est quoi son histoire?